J'ai commencé en disant que ce dont nous allons débattre est toujours d'une grande actualité et vous avez dû apprendre comme moi comment en Australie, le pays de Peter Singer, on disputait de savoir comment on allait pouvoir se débarrasser des quelques 2 millions de chats à raies, sans compter les problèmes avec les lapins et les crapauds buffles. Bon, je me disais en vous écoutant, bon, j'ai dit Peter Singer, une manière de dire que mon propos va être un peu philosophique. Alors, ce qualificatif de nuisible appliqué aux animaux est devenu un terme non politiquement correct il y a déjà plusieurs décennies. C'est bon, ça marche. Ça fonctionne. J'en ai fait l'expérience donc il y a une trentaine d'années à l'occasion d'une recherche qui me vaut sans doute d'être ici même pour introduire à nos travaux. J'avais mené ce travail avec Catherine Chantrel, qui était une jeune sociologue qui avait travaillé à l'Office national de la chasse, qui ne s'appelait pas encore et de la faune sauvage. Et c'était une recherche pour le compte du ministère de l'Environnement et du CNRS qui visait à expliciter, comprendre comment on arrivait à produire des normes en protection de l'environnement. Et en l'occurrence, nous avions pris le cas, l'étude de la réglementation 1984 du piégeage des animaux nuisibles. Voilà. Et donc c'est en interviewant les naturalistes de l'époque que je m'étais entendu dire fermement, pour la première fois, qu'il ne fallait pas employer ce terme de nuisible. Enfin, on me le disait, et ça ne supportait pas la moindre doute que c'était une vision anthropocentrique, qu'il s'agissait d'un terme archaïque, qui ne devait plus figurer dans le vocabulaire du code rural. Bon, on ne parlait pas encore de biodiversité à cette époque. Et pour ceux qui n'auraient pas eu connaissance, le résultat de cette recherche, entre autres, avait montré que c'était par une alliance conjoncturelle entre deux catégories de personnes que cette réglementation avait pu avoir lieu. Les protecteurs des animaux, c'est-à-dire les amis des animaux plutôt, c'est-à-dire ceux qui visaient à protéger de la souffrance des animaux considérés en tant qu'individus, et celui de protecteurs de la nature, donc des espèces, des populations supposées être en voie de disparition, etc. Donc c'était deux façons différentes d'accorder la protection à la nature, de façon différente qu'on ne va pas arrêter de retrouver. Et alors voilà le tract qui utilise, entre autres, cette protection nationale contre pétition nationale contre la protection des petits carnivores sauvages. Hein, donc il y avait à côté le niveau de la compassion, la souffrance, et puis voilà. Alors, à la suite de cette recherche, j'avais tenté une montée en généralité que j'avais publiée dans des actes qui sont restés assez confidentiels, d'un colloque organisé par l'Office national en 1993. Toujours à propos des seuls animaux, je vais rester sur les animaux dans cet exposé, et je reviendrai à la fin sur cette tentative de montée en généralité qui, je l'espère, pourra peut-être aider à nos débats. Mais d'abord, pourquoi ce titre ? Vous avez dû bien remarquer qu'il consistait à forcer un peu une opposition. J'avais hésité entre le mot gêneur et le mot intrus. Pour qualifier ce qui rend problématique le maintien de cette notion de nuisible dans la communauté biotique. Alors, je vais commencer par un souvenir personnel, non pas de mes poules et mes lapins, mais quand j'étais jeune adolescent, j'ai vibré en écoutant Les Compagnons de la chanson, ce poème de Paul Fort, si tous les gars du monde vous laissent donner la main et partager un beau matin leur espoir et leur chagrin. Ah, je me disais, si cela pouvait être vrai. Peut-être d'ailleurs que c'est là que se tient que quelques années plus tard, je me retrouvais à étudier la sociologie, pensant qu'avec cette discipline, j'allais pouvoir enfin réaliser cet idéal sur Terre. Donc, comme vous le savez, c'est toujours pas réalisé, n'en serait-ce que les incantations répétées pour une problématique vivre ensemble, dans les villes, les quartiers, les cités, entre les gens de toute race, de toute origine. Et voilà-t-il pas que maintenant, il faudrait élargir ce vivre ensemble à tous les êtres vivants humains et non humains. Faire vivre harmonieusement tous les êtres dans cette communauté biotique. Alors, je connais bien entendu les deux acceptions
de cette locution communauté biotique au sens étroit, regroupement de divers organismes vivant en interaction au sein d'un même habitat, et puis celui au sens large que je retiendrai, puisque j'ai dit que j'allais un peu faire de la philosophie, dans lequel cette communauté biotique signifie la terre entière. Hein. Non sans avoir noté avec Dominique Bourg que cette locution au sens large a bien un sens, mais qu'elle n'a pas de dénotation au sens frégéen, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de référent concret. Hein. Et voilà, une chose est juste, pardon, on revient en arrière comment le rouge, il faut... Voilà. Une chose est juste, c'est très belle phrase, lorsqu'elle tend à préserver l'intégrité, la stabilité et la beauté de la communauté biotique, elle est injuste lorsqu'elle tend à l'inverse. Et pour Léopold, il n'y a pas de doute que cette communauté biotique, c'est bien la Terre. Alors, je nous mets en garde toutefois contre un usage inconsidéré qui reviendrait à identifier cette communauté biotique à une communauté humaine. Comme on va le voir, l'analogie est stimulante, il n'en reste pas moins à prendre avec précaution. Je n'oublie pas que le terme de communauté est gros du risque d'une analogie anthropomorphique, puisque le mot communauté renvoie prioritairement à un ensemble d'humains. Mais voilà pourquoi l'image suivante, j'avais été très choqué par ce titre. Certes, il peut y avoir des populations d'oiseaux, mais pour un sociologue, il ne pourra jamais y avoir de peuple, c'est-à-dire cet ensemble d'êtres conscients qui choisissent de partager un même destin. Heureusement, la traduction anglaise, à mes yeux, était plus philosophiquement correcte. Alors, une fois ces précautions prises, je suis très sérieux en convoquant cette notion de communauté biotique au sens large. En fait, comme ça arrive souvent, on m'a demandé un titre, je me suis lancé avec ça, et puis après, il faut essayer de s'en sortir. Bon. Parce qu'assurément, cet élargissement est gros d'un développement d'une nouvelle éthique, une nouvelle éthique qui est déjà là, comme on peut le voir tous les jours dans les journaux, à la télévision et dans les innombrables ouvrages qui paraissent sur la question animale, mais une nouvelle éthique dont les contours sont cependant encore bien difficiles à imaginer. Alors, en choisissant de poser face à face ces deux expressions nuisibles d'un côté et communauté biotique de l'autre, j'ai opté pour une certaine difficulté, ou plutôt, en choisissant de partir de cette opposition dialectique, j'ai proposé à notre réflexion les trois attendus de ce positionnement. Donc, prendre ce terme de communauté éthique au sens large, c'est reconnaître et accepter que le problème qui nous occupe avec cette notion de nuisible est véritablement un problème de nature éthique, c'est-à-dire qui implique de faire des choix pratiques, qui implique éventuellement de détruire les êtres vivants en vertu de principes. C'est comme ça que je définirais l'éthique. Or, le principe qui est contenu dans ce terme de communauté biotique énonce que tous les êtres vivants ont également le droit de vivre, que tous ont droit à l'existence, que donc tous sont des autrui. Or, ce qui implique à son tour, avec cette référence explicite au droit, qu'il va nous falloir décider quelle est l'instance légitime qui sera en mesure de faire respecter ce droit. En effet, pas de communauté possible, pas de vivre ensemble vivable, sans l'acceptation concomitante d'institutions justes, à même de garantir la possibilité de se vivre ensemble. Et le cas échéant, en capacité de mettre à l'écart, d'empêcher, voire de punir les comportements qui pourraient le mettre en péril. Se prémunir contre les gêneurs. Parce que définir une communauté, au sens politique, c'est distinguer entre des eux et des nous. Une communauté est ce qui se construit sur l'exclusion de certains êtres, en même temps que sur la reconnaissance d'un lien. Alors, si certains d'entre vous ont perçu une petite pointe provocatrice dans ma manière de m'exprimer en utilisant justement ce terme de communauté biotique, ils ne sont pas trompés, ils ont bien l'ouïe fine, hein, parce qu'il y a beaucoup de questionnements derrière l'irruption de cette nouvelle éthique, et notamment autour de la question de savoir comment nous allons réaliser concrètement ce vivre ensemble, quand il faudra débattre entre vivants humains sur le point de savoir avec quels vivants non humains il est possible, nécessaire, indispensable de vivre en bonne intelligence.
Certains soutiendront qu'il est impossible de partager l'espace avec des vivants non humains vraiment indésirables, nuisibles, des malfaisants. Dans un article, j'avais proposé de les appeler les animaux emmerdants. Je pensais que c'était plus clair. Bon, quand d'autres, au contraire, au nom des arguments que vous connaissez, de la chaîne trophique, de la biodiversité, ou du droit à l'existence, comme le soutiennent des philosophes de l'éthique, soutiendront que cet impératif ne peut supporter aucune exception. Où l'on voit bien donc que l'éthique est une discipline qui, n'en déplaise à tous les amoureux des belles ordonnances théoriques, révèle fondamentalement de la casuistique, comme nous l'a bien montré M. Nicolas tout à l'heure, Forêt. Bon, il faut décider comment on fait avec les lapins qui sortent des tombes. Comme Vincent Descombes a pu le soutenir après Wittgenstein, fonder la morale est impossible, puisque les problèmes moraux sont toujours particuliers. Vincent Descombes, un philosophe dont je recommande. Juste une petite parenthèse sur cet ouvrage délicieux qui reprend l'histoire de l'ours de la fable de La Fontaine, qui, pour délivrer son ami jardinier endormi de la mouche qui l'importunait, donc une mouche nuisible, n'a pas trouvé mieux que de lui lancer un pavé sur la figure. Voilà. Donc ceci pour illustrer l'impérieuse nécessité de toujours étudier les circonstances précises avant de décider d'agir, fût-ce avec les meilleures intentions du monde. Ce qui impose plus que jamais, quant aux interventions du monde sur le monde du vivant, complètement interdépendants, relevant d'une dynamique extraordinairement complexe et encore largement méconnue. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de principe, mais que l'application... Ça veut dire qu'il n'y a pas... Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de principe, mais que l'application de ceci respecte avant tout de respecter la spécificité de chaque situation concrète, sinon, comme le disent les juristes en latin, summa ius, summa injuria. Ce qui fait que l'on ne peut que souscrire à l'avis précisément très circonstancié du Conseil supérieur du patrimoine naturel et de la biodiversité, qui certes énonce des principes, mais en final renvoie à l'examen attentif des circonstances quant à leur application. Qu'est-ce que dit cet avis ? C'est-à-dire de l'instance précisément dont je parlais tout à l'heure, qui est la plus haute autorité française. Cet avis relève 3 caractéristiques du terme nuisible, propres à disqualifier son usage. C'est une notion anthropocentrée, comme ça a déjà été rappelé, qui de ce fait est variable selon les contextes socio-culturels et qui surtout méconnaît le rôle des différentes espèces dans le fonctionnement des socio-écosystèmes. Et je rajouterai ici qu'on a tant détruit de bestioles que l'on croyait mauvaises, avant de reconnaître que leur rôle pouvait être utile, qu'on serait tenté aujourd'hui de les penser toutes bonnes, jusqu'à preuve du contraire. Et je ne peux pas m'empêcher de noter, au lieu de la difficulté à employer le terme de nuisible, la facilité avec laquelle on emploie le service écosystémique. D'où je me crois autorisé à conclure provisoirement que si de nos jours le qualificatif de nuisible pose problème, c'est que ce sont les principes qui en étaient au fondement qui ne sont plus adéquats avec nos façons de considérer ce qu'est le vivant. Et voilà pourquoi il n'était pas inutile, je pense, de convoquer ce qualificatif de biotique, un qualificatif que je ne peux pas ne pas associer à ceux de probiotique ou d'antibiotique, en clair, de tous ces processus en lien avec la régulation des défenses immunitaires. Or, la notion de communauté et celle d'immunité, entre les deux, il n'y a qu'un pas, selon le philosophe, vous voyez, je fais que citer des philosophes, Roberto Esposito, dans son livre « Communauté, immunité, biopolitique », paru en 2010. On voit en fait dans l'avis du Comité supérieur de patrimoine naturel et de la biodiversité que le lieu du fondement des principes de l'action va devoir passer de ce qui sert ou non à l'homme, utile ou non, à ce qui permet ou non au socio-écosystème de fonctionner, d'être durable. Par ailleurs, le susceptible d'occasionner des dégâts, qui est proposé en remplacement du mot nuisible dans tous les textes législatifs et réglementaires, est assorti de tellement de précautions, notamment de celle de la mise en place des conditions de débat serein entre toutes les disciplines, que l'on voit bien que le nouveau principe éthique mis en place est d'ordre idéal,
comme le sont tous les impératifs éthiques de la démocratie, des droits de l'homme, etc. À propos de cette locution susceptible d'occasionner des débats, ça m'a rappelé aussi cette proposition de loi du député Roland Guesser dans les années 80, qui avait proposé de remplacer la notion de sauvage par celle d'animaux évoluant à l'état de liberté naturelle. Bon, comme la tenue de ce colloque l'atteste, c'est bien la notion de nuisible qui est mise en débat, d'où encore l'intérêt, je pense, de le confronter à cette notion de communauté biotique, c'est-à-dire que le régime de justification autorisant la suppression d'animaux au motif de désagréments qu'ils pouvaient causer aux activités humaines est en train de devenir politiquement, sociologiquement, culturellement et pour tout dire moralement inacceptable, au profit d'un autre régime de justification. Et c'est ça qui est important. Je crois, quel est ce nouveau régime? Quel est ce nouveau cadre qui se profile derrière pour justifier nos actions à l'endroit de quoi? Eh bien, à l'endroit de la gestion future du vivant. Alors, j'emprunte cette notion de régime de justification au sociologue Luc Boltanski, et plus précisément à un ouvrage fondamental qui parut en 2004, La condition fœtale, sociologie de l'engendrement et de l'avortement. Donc, je fais un tour du côté de cette communauté humaine. Un livre qui considère que le fœtus est un être moral, comme l'animal, qui n'a jamais cessé de l'être, quand on disait qu'il était bénéfique ou maléfique pour l'homme, et qu'il est en train de devenir un autre être moral. Alors, dans ce livre, à partir d'un recensement exhaustif et considérable, c'est un livre qui fait plus de 600 pages, de toutes les cultures du monde, ce livre rappelle que l'avortement a toujours été strictement interdit dans toutes les civilisations et qu'il a néanmoins été toujours pratiqué en catimini. C'est moi qui dis en catimini. Et en s'en tenant aux seules sociétés occidentales, il montre que l'avortement a toujours été interdit, mais qu'il a été successivement admis selon des régimes de justification différents, selon ces régimes socio-culturels différents. Et ce qui permettait des arrangements situés. Voilà où on va arriver à d'autres notions de nuisible, des arrangements situés. J'aime bien cette expression. Alors, on a eu 3 régimes successifs de justification. Un régime divin, c'est-à-dire quand la femme était supposée avoir été fécondée par un malin, par un succube, etc., et que donc ça pourrait donner lieu à des changelins, donc des êtres tout à fait maléfiques, l'avortement était autorisé. Un deuxième que vous connaissez davantage, un régime de justification parentale, eh bien, c'est quand la naissance illégitime d'un enfant bâtard compromettait l'héritage des enfants légitimes, ce qui justifiait aussi les abandons à la naissance. Et puis le troisième régime de justification, c'est celui de l'État, de la biopolitique, tel que l'a analysé Michel Foucault. L'État qui a pour but d'engendrer une population nombreuse pour l'économie, pour la guerre, et qui confie la régulation de cette population au corps médical, et État qui fait de l'avortement un crime. Or, aujourd'hui, après le planning familial, les mouvements féministes, si l'avortement a été dépénalisé, devenu IVG, il n'est pas pour autant banalisé. Le régime de justification ne relève plus aujourd'hui d'une instance extérieure. C'est le couple parental qui décide, seul, si le fœtus est de la chair, donc intrus, ou si au contraire, il est déjà une personne en devenir. Alors pourquoi cette référence à cet ouvrage? Parce que j'y retrouvais les mêmes axes de la montée en généralité que j'avais formulée il y a 12 ans à propos des animaux et que je vais vous proposer maintenant, pour terminer mon exposé, tentative par laquelle je voulais essayer de synthétiser les nouveaux différents mouvements que j'avais perçus dans la mise en crise des façons usuelles de catégoriser les animaux. Alors, on part de l'opposition canonique, toujours en vigueur dans le code rural, celle entre les deux pôles du sauvage,
Silva, de la forêt, de la nature, et domestique, domus, de la maison, de la culture. Une opposition de type spatial qui sied bien aux sociétés rurales qui doivent défendre les cultures contre les dégradations que des fauves ou des ravageurs, enfin bref, des nuisibles, faisant irruption depuis la forêt au sens large, peuvent causer aux cultures. Catégories de sauvages, de domestiques qui sont donc bien plus des catégories anthropologiques, puisqu'elles parlent des rapports que l'on entretient avec les animaux, que des catégories naturalistes, qui poseraient des différences essentielles. Or, je postulais à l'époque que ces deux pôles en question, domestiques d'un côté, sauvages de l'autre, étaient en train de devenir des ensembles vides, du fait de la quasi-disparition des pratiques sociales qui en étaient les supports, que ce soit de la chasse ou de l'élevage paysan. Et je proposais de disposer un autre couple d'opposés, permettant de mieux rendre compte des pratiques contemporaines engageant des hommes et des animaux. Et voilà ce deuxième, le vivant personne et le vivant matière, où vous reconnaissez ma surprise quand je lis le livre de Boltanski sur la chair ou la personne. Pour examiner ensuite les 4 mouvements, en quelque sorte, qui videraient les 2 pôles anciens pour venir remplir les 2 nouveaux pôles. Alors, du domestique vers le vivant matière, peut-on dire que sont domestiques les vaches, les cochons, les poules élevées industriellement, ou les animaux utilisés pour la recherche dans les laboratoires? Catherine et Raphaël Larère avaient écrit un très beau texte sur le contrat domestique, dans lesquels ce contrat domestique qui permettait de caractériser la relation qu'entretient un éleveur avec ses bêtes n'a plus lieu d'être dans l'élevage industriel. Du côté domestique vers le vivant personne, bon, bien là, c'est tous les animaux familiers. Les animaux de compagnie, support légitime d'investissement affectif. Les chats ne sont plus là pour chasser les souris, mais pour faire le buzz sur les réseaux sociaux. Les chiens ne gardent plus les troupeaux ni les maisons, mais ils s'alanguissent sur les tapis du salon. Mais aussi tous les animaux thérapeutes, pas seulement les chiens guides d'aveugles, mais les poneys pour soigner les enfants autistes, les chevaux utilisés pour aider les déficients moteurs à retrouver leur équilibre. Et là, je fais référence au travail de Jérôme Michalon, qui a fait un beau livre sur penser avec les animaux, penser avec un A. Bon, voilà, donc une sorte du sauvage vers le vivant personne, tous les animaux qui, dans les espaces protégés, mais aussi ailleurs, sont dénombrés, numérisés, souvent même nommés, équipés de balises ou de puces électroniques, peuvent-ils encore être dits sauvages? Et tous ceux dont l'image figure dans les logos des associations de protection de la nature, le panda du WWF, le hérisson de la FNE, que je proposais d'appeler les animaux sauvages naturalisés vivants. Voilà. Et puis, bon, du sauvage vers le vivant matière, les animaux sélectionnés pour leur patrimoine génétique, les réseaux de tous les zoos du monde, ou pour les végétaux, là, le développement des réserves mondiales de semences, le Svalbard de Spitsberg, ils disent l'Arche de Noé. Ils disent là-dedans où sont les animaux sauvages et les animaux évoluant à l'état de liberté naturelle. Je pense il en existe toujours, on se bagarre pour qu'il en reste, mais bon, voilà. Alors, vous avez compris qu'il s'agit d'un schéma pour donner à penser, mais aussi pour tenter de rendre compte d'un nombre de plus en plus important de pratiques impossibles à distribuer selon le couple de... Bon, où mettre le vivant nuisible, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que ce schéma laisse malheureusement de côté tous les espaces intermédiaires, les interstices, les gradients qui se trouvent entre toutes ces polarités et dont je pense que nous aurons à connaître au cours de ces journées. Je pense par exemple aux animaux qu'on pourrait dire écologiques, comme ces nouveaux troupeaux domestiques pour entretenir les espaces naturels. On pourrait parler aussi des animaux folkloriques pour attester de la continuité d'une tradition locale, auxquels il faudra rajouter les animaux proliférants, exotiques, non endémiques et tous les autres gêneurs. Alors, pour terminer, dans le contexte de cette journée, je me demandais si ce schéma pourrait aussi permettre de mieux préciser le sort de la communauté biotique, qui pourrait être, du point de vue de la compassion,
si on la tirait du côté de la compassion, du côté vivant-personne, ce serait alors une communauté de type anthropologique pour faire entrer en politique les rapports anthropo-zoologiques, ce que défendent un certain nombre de chercheurs aujourd'hui, soit du strict point de vue de l'écologie, c'est-à-dire du côté des rapports des êtres vivants entre eux et avec leur milieu, et ce serait alors une communauté strictement biologique. Bon, peut-être que ces journées vont nous présenter des exemples concrets pour vérifier si ces propositions peuvent être pertinentes. Alors je voudrais juste terminer avec une dernière image. Vous avez vu que j'aimais bien les images et aussi les slogans, les mots, les figures de style, parce qu'en fait, nous sommes dans des représentations. Alors, celle-ci est le dernier poster d'une série de 17 tableaux pédagogiques qui avaient été publiés par la Fédération Rhône-Alpes des associations de protection de la nature et qui visaient chacun à donner à voir un écosystème particulier. C'est des gravures, la montagne, le bocage, l'étang, la rivière. Et celui-ci est intitulé « Village ». Alors, c'est le seul des 17 représentations dans lesquelles figurent au loin des silhouettes humaines. Sinon, toutes les autres natures représentées sont sans homme. Et au premier plan, dans une cabane abandonnée, se tiennent un rat, une belette ou une fouine, un putois, une chouette, un corbeau. Bref, des exemples d'animaux susceptibles d'être qualifiés de nuisibles que le naturaliste illustrateur associe à l'écosystème villageois. Et je rajoute, comme un dernier regard vers une société rurale en voie de disparition. Pour celle qui vient et que, faute de mieux, je propose d'appeler la société du fantasme de la gestion généralisée du vivant. Et je vous remercie de votre attention.